Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce nouveau dialogue littéraire du mois d'octobre. Aujourd'hui, je me trouve dans un lieu peu connu de Brest, la chapelle des Réseaux. S'y tient depuis quelque temps l'exposition du sculpteur et plasticien Mich Mao. À travers un ensemble de sculptures métalliques, il nous propose sa vision du voyage et des migrations. Un cheminement qu'il a conçu après des années d'errance dans le monde fascinant de la matière industrielle. Au cours de cette émission, nous allons retrouver Michael au rayon bande dessinée de la librairie. Il nous proposera 3 de ses coups de cœur. Mais auparavant, nous allons nous entretenir avec 2 jeunes auteurs que nous avons eu l'honneur de recevoir, Miguel Bonnefoy et François-Henri Désérable. Quand tu rencontreras de grands personnages, des hommes importants, promets-moi de leur dire, au numéro 16 de la rue Grande Dépôt Ulanka à Wilno, habitait Monsieur Piekielny. Interpellé par cette phrase de La promesse de l'aube de Romain Gary, François-Henri Désérable décide de partir à la recherche de ce monsieur Piekielny. Il nous plonge dans une enquête à la fois historique et littéraire. On le retrouve tout de suite en compagnie de Laurence. Bonjour François-Henri Désérable. Bonjour. Un grand merci pour votre venue à Dialogue aujourd'hui. Alors, Un certain monsieur Piekielny, c'est le titre de votre roman qui vient de paraître aux éditions Gallimard et dans lequel vous partez sur les traces de ce fameux monsieur Piekielny qui était le voisin de Romain Gary lorsqu'il était enfant et que l'écrivain évoque dans le chapitre 7 de La promesse de l'aube. Alors, avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous en êtes venu à vous lancer dans cette enquête aux multiples rebondissements? Je me suis retrouvé à Vilnius et je suis tombé sur un immeuble où il y avait une plaque commémorative en lituanien et en français. C'était marqué ici « A vécu Romain Gary, né à Vilnius en 1914, mort à Paris en 1980 ». Il parle de cet immeuble dans La promesse de l'aube. Et je me suis souvenu donc de cette lecture que j'avais faite lorsque j'avais 17 ans, qui était au programme du bac de français, et notamment de ce chapitre 7, de ce petit homme, monsieur Piekielny, qui était le voisin de Romain, et qui un jour lui a fait promettre, lorsqu'il rencontrerait les grands de ce monde, de prononcer son nom. Je suis donc allé à Vilnius, j'ai cherché dans les archives, notamment du numéro 16 de la rue Grande Poulanka, dans le registre des habitants. Je n'ai pas trouvé son nom. J'ai trouvé le nom de Roman Katsev, qui est le nom de naissance de Romain Gary. J'ai trouvé le nom de Mina Katsev, qui est celui de sa mère. Donc ils ont bel et bien vécu au numéro 16 de la rue Grande Poulanka, mais je n'ai pas trouvé de Piekielny. Et puis, cherchant dans d'autres archives et ne trouvant pas le nom de Piekielny, j'ai commencé à me dire que son existence pouvait être mise en doute. Et peu à peu, je me suis dirigé plutôt vers des œuvres de fiction dont Gary aurait pu s'inspirer. Oui, parce que derrière le personnage de monsieur Piekielny, il y a bien sûr celui fascinant de Romain Gary, cet écrivain aux 1000 vies, qui n'a cessé de mêler réalité et fiction à la fois dans son œuvre et dans sa vie. Donc Romain Gary, dont le portrait se dessine au fil de votre livre. Est-ce que lorsque l'on écrit sur un tel écrivain, on en vient nécessairement à s'interroger sur la vérité en littérature? Surtout sur Romain Gary. Romain Gary a toujours mélangé Si on écoute une interview de Romain Gary, c'est assez fascinant parce qu'il dit qu'il est né en Russie. C'est faux, il est né à Vilnius. Il raconte que son père était Ivan Mojoukine, qui était une grande star du cinéma muet, c'est faux. Son père était Arieleb Katsev, qui était un fourreur juif mort pendant la Shoah. Gary a toujours mêlé le réel et la fiction. Alors dans votre livre, vous racontez de nombreuses scènes de la vie de Romain Gary, toutes plus romanesques les unes que les autres. Alors certaines, on les connaît parce qu'il les raconte dans ses livres, dans des interviews. Certaines, vous les avez retrouvées dans des archives. Et puis il y en a que vous avez inventées de toutes pièces. Je pense notamment à cette émission d'Apostrophe. Elle semble plus vraie que nature. On a l'impression de l'avoir vue ou au moins d'en avoir entendu parler. Alors comment est-ce qu'on, lorsqu'on est écrivain, on arrive à trouver cette liberté avec la réalité? Et est-ce que c'est un des pouvoirs de la littérature et donc de l'écrivain? Alors en fait, j'ai voulu raconter des scènes lors desquelles Gary a pu prononcer le nom de Piekielny devant les grands de ce monde. Alors j'imagine cette scène où il rencontre Kennedy, ça a vraiment eu lieu puisqu'il a bel et bien été invité à la Maison Blanche quelques mois avant la mort de Kennedy, donc il y a été invité avec Gene Seberg. Et je prétends que Gary a peut-être prononcé le nom de Piekielny devant Kennedy. Et puis j'imagine la scène lors de laquelle De Gaulle a décoré Romain Gary. Donc ça a eu lieu de la même façon. Et puis en revanche, cet épisode d'Apostrophe est fictif puisque jamais Bernard Pivot n'a consacré un numéro spécial d'Apostrophe à Romain Gary. Et il a toujours dit que c'était son plus grand regret. Et moi, c'est ça qui me fascine assez en littérature. Aujourd'hui, on peut visiter la maison de Raskolnikov à Saint-Pétersbourg. On s'embrasse sous le balcon de Juliette à Vérone. Et moi-même,
J'ai pleuré la mort d'Ariane et de Solal dans Belle du Seigneur. Donc des personnages de fiction peuvent avoir autant d'importance dans nos vies que des personnages réels. Miguel Bonnefoy nous propose un nouveau roman paru aux éditions Rivage, Sucre Noir. Il nous plonge au cœur d'un petit village des Caraïbes. Selon une légende, un trésor y aurait été caché 3 siècles auparavant. Et nombreux sont ceux qui accourent avec l'espoir de mettre la main sur ce magot. C'est dans une très belle langue que l'écrivain d'origine sud-américaine nous offre ce conte philosophique empreint de réalisme magique. Nous le retrouvons tout de suite au micro de Laurence. Bonjour Miguel Bonnefoy. Bonjour. Merci beaucoup de votre venue à Dialogue aujourd'hui. Alors, un trésor perdu dans un village des Caraïbes, voilà le point de départ de votre roman Sucre Noir qui vient de paraître aux éditions Rivage. Vous nous menez alors dans une véritable fresque familiale sur plusieurs générations. Un roman envoûtant qui nous mène sur de multiples chemins avec toujours un fil rouge, celui du trésor. Alors dès les premières lignes du roman, on est véritablement plongé dans un univers latino-américain empreint de réalisme magique. Et puis au fil de la lecture, on décèle aussi des influences de la littérature française. Alors est-ce qu'on peut dire que ce roman est à la croisée de vos deux cultures, française et vénézuélienne? Pendant longtemps, on m'a posé la question, lequel des deux pays tu préfères? Tu préfères le Venezuela ou tu préfères la France? Et comme il y a 7000 km d'eau salée entre les deux pays, j'ai souvent cru qu'il fallait qu'il y ait absolument dans mon cœur également cet océan. Donc naturellement, au niveau de Sucre Noir, au moment de passer d'un concept abstrait et le mettre en mots, il a été évident que d'un côté, je prenais le réalisme magique avec les auteurs du boom latino-américain et cette espèce de folie qu'on peut retrouver dans la littérature latino-américaine, avec Alejo Carpentier, avec García Márquez, avec Cortázar, avec Carlos Fuentes, comme ça. Et d'un autre côté aussi, la littérature française, avec son système pyramidal traditionnel du roman du 19e siècle, dans lequel on peut retrouver des influences de Zola, de Flaubert, de Marcel Aimé, de Aragon. Voilà. Donc peut-être, avec un peu de chance, on trouve là un creuset où se fondent de culture et de traditions littéraires. Et puis c'est un roman de personnages aussi, Sucre Noir, des personnages forts, très marquants, et notamment 3 personnages de femmes très différentes les unes des autres, mais tout aussi marquantes les unes que les autres. Alors comment est-ce qu'elles se sont construites, ces 3 femmes, et est-ce qu'elles se sont construites les unes par rapport aux autres? L'idée était de pouvoir justement faire 3 portraits de femmes, peut-être du XXe siècle caribéen. Avec la première femme, Candelaria Otero, qui elle est une femme effacée, qui est une femme derrière ses marmites, derrière ses cuisines et qui ne vit que par opposition à son mari. Ensuite vient alors Selena, qui est au contraire commence à s'intéresser à la lecture, s'intéresse à la musique, s'intéresse à l'apiculture, s'intéresse à la fiscalité, s'intéresse à tant d'autres choses. Et puis ensuite Eva Fuego, qui est beaucoup plus tyrannique, qui est beaucoup plus dictatoriale et qui montre à quel point la femme peut être souveraine, peut être tout autant comme gouvernementale que l'homme et qui avance dans le siècle sans se placer par opposition à un homme. Moi, je n'ai rien inventé, je me suis mis dans une continuité de personnages féminins qu'on retrouve dans la littérature, tantôt française, tantôt latino-américaine, et j'ai presque envie de me mettre de côté pour laisser passer toutes ces ombres de femmes devant moi. Et puis ce livre finalement qui se lit d'une traite tout en le dégustant tant la prose est belle, il a aussi des allures de conte ou de fable. Il nous raconte aussi l'histoire d'un pays au cadre enchanteur, mais dont les richesses peuvent s'avérer des maléfices. Alors est-ce qu'il peut aussi se lire comme une métaphore de votre pays, de ce que vit votre pays, le Venezuela? Oui, tout à fait. La grande tragédie du Venezuela est d'avoir découvert dans les années 20 un gisement de pétrole qui encore aujourd'hui ne s'est pas tari. À partir de là, on s'est mis à tout importer et à ne plus produire. Le tissu agricole du pays s'est un petit peu rompu et on s'est mis alors à acheter du maïs, à acheter du blé, à acheter du sucre, à acheter de la viande, à acheter du pain ou toutes ces choses que nous, on aurait pu produire dans notre terre. Donc quelque part, c'était l'histoire de parler de ça, mais d'une manière un peu parabolique, c'est-à-dire d'utiliser la métaphore du coffre avec de l'or, comme si c'était l'or noir qui est enfoui dans les labyrinthes de la terre comme un minotaure, et puis ces personnages des livres qui, à l'image des gens du pays, ne cessent de retourner la terre pour essayer de trouver des richesses en bas, sans se rendre compte que peut-être le vrai or, il est dans la culture de la canne à sucre, dans la fabrication du rhum, et que là, sans doute, est notre vraie richesse, comme l'explique si bien Jean Giono dans les vraies richesses, elle est dans la terre. Nous voilà de retour à la librairie où nous allons retrouver Mickaël qui va nous présenter 3 de ses coups de cœur de cette rentrée en bande dessinée. Bonjour Mickaël. Bonjour Élise. Je crois que pour commencer, tu as décidé de nous présenter une revisite de Valérian.
Exactement. Valérian, revisité, réinterprété par le scénariste Lupano et Mathieu Laufray au dessin. Notre duo d'agents spatio-temporels doit faire face à la bévue des 3 Shingus qui ont, à l'occasion d'une partie de cartes qui tourne mal, perdu les titres de propriété de la planète Terre. Les auteurs nous proposent un récit qui est percutant, drôle, sans oublier le trait, le dessin de Laufray qui est léché et flamboyant, donc à découvrir sans modération. Merci beaucoup pour ce conseil. Et ensuite, je crois que tu vas nous présenter Le meilleur ami de l'homme. Voilà, scénarisé par Tronchet et au dessin Nicobi. Alors c'est l'histoire de Vincent Renard, un quadragénaire à qui tout réussit à peu près, et tout bascule le jour où il rencontre un ancien camarade de classe qui se fait appeler Kevin Delafosse, un loser, un gaffeur, une catastrophe ambulante qui va apporter le chaos dans son existence. Et alors vous me direz pourquoi il n'a pas réussi à chasser ce personnage de son existence. Et bien tout simplement parce que Kevin Delafosse détient la vérité sur la disparition brutale et douloureuse de leur amour, l'amour de jeunesse commun, la jolie Cécile. Les auteurs nous proposent un récit qui est drôle, avec beaucoup de quiproquos et en même temps très émouvant. D'accord, nous sommes pressés de le découvrir. Et pour terminer, tu vas nous présenter L'île aux remords. Voilà, dessiné par Maurice et scénarisé par Kélo Guya aux éditions Grand Angle. En 1958, dans les Cévennes, qui sont en proie à d'énormes inondations et crues. Jean, notre héros, qui est le médecin de campagne de toute la région, va braver ces inondations pour rejoindre son père qui habite dans les collines cévenoles. Les 2 protagonistes, qui ne sont pas parlés depuis longtemps, qui sont un peu en froid, ces 2 personnalités vont se retrouver à passer du temps ensemble sur ces collines qui vont devenir l'espace de quelques jours une simple île, et le récit qui est servi par un très beau dessin, de très belles couleurs de Maurice, le dessinateur. Donc une belle découverte que cet album. Merci beaucoup Mickaël pour ces 3 beaux conseils. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Je vous retrouve pour le prochain dialogue littéraire du mois de novembre et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Thank you.